août au potager. On a l'impression que c'est le temps des récoltes et d'un repos bien mérité, n'est-ce pas? Et si je vous disais que c'est précisément maintenant, à l'approche du repos automnal, que beaucoup d'entre nous commettent une erreur qui pourrait compromettre toute leur récolte de l'année prochaine? Cette erreur est si insidieuse que nous la faisons avec les meilleures intentions du monde, pensant aider nos plantes. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère et vous découvrirez ce qu'il ne faut absolument pas faire au jardin et au potager à la fin de l'été. Et croyez-moi, la réponse va vous surprendre. Voyons ensemble pourquoi août n'est pas qu'une simple fin d'été, mais une période de transition cruciale pour chaque plante de votre jardin. Au printemps et au début de l'été, tout était simple, plus de soleil, plus d'eau, plus de croissance. Mais août change la donne. Les plantes reçoivent un signal de la nature. Il est temps de se préparer pour l'hiver. Elles cessent de développer activement leur masse verte et se tournent vers des processus entièrement différents, invisibles à l'œil nu. Comprendre cela est la clé de notre erreur majeure. Alors, transportons-nous un instant dans votre jardin, au milieu du mois d'août. Promenez-vous mentalement le long des allées. Que voyez-vous? L'exubérance de croissance qui nous enchantait tant en juin s'est nettement atténuée. Les arbustes ne se tendent plus avec la même vigueur vers le soleil. Ce vert vif et luxuriant, signature de votre jardin tout l'été, semble avoir un peu adouci ses teintes. Si de nouvelles pousses apparaissent, elles sont timides, comme si elles-mêmes hésitaient à poursuivre leur croissance. On dirait que toute la vie de votre jardin a pris une petite pause, et c'est précisément à cet instant, face à ce tableau, que la pensée la plus dangereuse germe dans notre esprit, une pensée dictée uniquement par l'amour et le souci que nous portons à nos pensionnaires verts. Nous regardons un groseillier ou un hortensia un peu abattu, et nous pensons « le pauvre, il a faim, il a un besoin urgent de force ». Notre première réaction, instinctive, est d'aider, de soutenir, de donner un coup de pouce pour une nouvelle croissance. Nous percevons ce ralentissement naturel comme un problème qu'il faut résoudre immédiatement. Et c'est là que réside la racine de la plus fatale des erreurs d'août. Alors, que faisons-nous face à ce spectacle qui, à nos yeux, est si décourageant? Eh bien, sans surprise, on file droit au cabanon, là où sont jalousement gardés nos trésors de jardinier, tous ces sachets et flacons d'engrais. Notre main se tend naturellement vers ce fameux produit miracle, celui-là même qui nous a tant sauvé la mise au printemps et au début de l'été. On se souvient parfaitement que, après son application, tout se mettait à pousser à vue d'œil. La logique nous semble alors implacable. Si une plante manque de vigueur, il faut la nourrir, lui apporter une bonne dose de nutriments pour qu'elle retrouve sa vitalité, sa belle couleur verte et produise de nouvelles pousses. Nous agissons avec les meilleures intentions du monde, sincèrement convaincus d'être en train de sauver notre jardin. Nous nous imaginons déjà que, d'ici une semaine, tout sera de nouveau luxuriant et fleuri. Mais c'est précisément à ce moment-là, alors que nous diluons avec enthousiasme une nouvelle dose de ces vitamines dans l'arrosoir, que nous poussons, sans le savoir, nos plantes dans un piège insidieux. Loin de les aider, nous les mettons au contraire en grand péril. Le principal ennemi en août, les apports d'azote. Oui, ce même azote qui nous a tant ravis au printemps, stimulant une croissance exubérante du feuillage. C'est grâce à lui que nos concombres et courgettes arboraient un feuillage généreux et que nos jeunes pousses doublaient de volume en quelques semaines à peine. Ce fidèle allié qui nous a tant aidés toute la saison se mue en véritable fléau à la fin de l'été. L'emploi d'engrais fortement azotés en août, ce n'est pas qu'une simple erreur, c'est une véritable bombe à retardement que vous déposez de vos propres mains sous le système racinaire de tout votre jardin. Vous croyez donner vie, mais en réalité, vous enclenchez un processus d'autodestruction. Pour bien saisir l'ampleur du problème, imaginons une analogie toute simple. L'azote en août, c'est un peu comme si vous buviez un expresso ultra corsé à 10 heures du soir alors que vous devez être au lit dans l'heure qui suit. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps recevra un coup de fouet puissant, mais totalement inapproprié. Au lieu de se préparer au repos, il va se mettre à fonctionner à plein régime. Il en va exactement de même pour la plante. La nature lui a déjà envoyé un signal très clair.
L'été touche à sa fin, les jours raccourcissent, il est temps de ralentir l'activité et de se préparer à l'hibernation. Mais nous, avec notre apport d'azote, nous lui crions en retour « Non, ne dors pas, réveille-toi, c'est le printemps, il faut grandir ». La plante, recevant cette dose d'azote, obtempère. Elle se réveille et, de toutes ses forces, elle se met à développer de nouvelles pousses, de jeunes rameaux et de tendres feuilles. Mais quel est le problème avec ces nouvelles pousses? Pourtant, la verdure est toujours un bon signe, non? Pas en août, malheureusement. Le problème, c'est que cette nouvelle croissance est faible, gorgée d'eau et absolument pas prête pour les froids à venir. Elle n'a tout simplement pas le temps de s'endurcir et de se fortifier. Les pousses de printemps et d'été, elles, ont accumulé des forces pendant des mois. Leur bois s'est densifié, leur écorce est devenue robuste. Elles se sont préparées à affronter l'hiver en toute sérénité. Mais ces tendres pousses d'août, stimulées par l'azote, sont comme des soldats envoyés au combat sans gilet pare-balles. Elles sont belles, vertes, mais totalement sans défense. Elles n'auront pas le temps de se lignifier et de se préparer aux températures négatives. Ce n'est qu'une masse verte vouée à périr. Ainsi, en apportant de l'azote en fin d'été, vous bouleversez littéralement l'horloge biologique interne de la plante. Chaque plante vivace possède son propre programme génétique, façonné et perfectionné par des millénaires d'évolution. Ce programme dicte clairement, au printemps et en été, c'est la période de croissance, et en fin d'été et à l'automne, elle doit se préparer au repos, accumuler les sucres et renforcer son bois ainsi que ses racines. Votre fertilisation représente une intrusion brutale dans ce système si bien réglé. La plante est complètement désorientée. Elle reçoit alors des signaux contradictoires. Le soleil et la température lui indiquent qu'il est temps de se reposer, tandis que le sol, gorgé d'azote, lui crie « pousse ». Et la plante opte pour la croissance, épuisant ainsi de précieuses réserves d'énergie qui auraient dû être allouées à des objectifs bien plus essentiels pour cette période. Vous la contraignez à un surmenage, alors qu'elle devrait profiter d'un repos bien mérité. Et le résultat? Il est là, malheureusement prévisible. Puis, en octobre ou en novembre, les premières gelées sérieuses s'abattent. Alors, que se passe-t-il pour ces pousses tendres et verdoyantes que vous avez si amoureusement dopées à l'azote? Elles gèlent, noircissent et meurent instantanément. Le gel fait éclater leurs cellules délicates et gorgées d'eau. Vous constatez de visu comment toute votre aide d'août se transforme en brindilles mortes et sans vie. C'est là la partie la plus évidente, la plus visible du problème. Non seulement la plante n'en a tiré aucun bénéfice, mais elle a aussi gaspillé ses ressources dans une croissance totalement inutile qui va désormais pourrir et créer un foyer idéal pour le développement de maladies fongiques. Loin de le renforcer, vous avez créé une véritable vulnérabilité. Mais la perte des jeunes pousses n'est, comme on dit, que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème se situe plus profondément, à un niveau qui nous est invisible. La plante, dupée par un apport excessif d'azote, a dépensé toutes ses réserves stratégiques pour la croissance de ce feuillage superflu. Tous les nutriments qu'elle aurait dû consacrer au renforcement de son système racinaire, à la maturation de ses vieilles branches maîtresses et à l'accumulation de sucre pour un hivernage réussi, tout cela a été bêtement dilapidé. Résultat, la plante aborde l'hiver affaiblie, épuisée et affamée. Elle est comparable à une personne qui, au lieu de faire des provisions pour l'hiver, aurait dépensé tout son argent en divertissements estivaux. Les chances de survie d'une telle plante face aux rigueurs du froid sont considérablement réduites. Considérons un exemple concret, familier à de nombreux jardiniers. Prenons la reine du jardin, la rose. Imaginez qu'en plein mois d'août, vous ayez apporté à votre rosier préféré un engrais azoté. Que se passe-t-il alors? Le rosier va rapidement développer de nombreuses nouvelles pousses, souvent rouges. Elles auront certes belle allure, mais la plupart d'entre elles ne formeront même pas de boutons. Ce sont ce que l'on appelle des pousses aveugles ou gourmandes. Elles n'auront pas le temps de mûrir, leur bois restera tendre. Dès les premières fortes gelées, elles noirciront jusqu'à leur base. Mais le plus grave, c'est que ces parties gelées et affaiblies serviront de porte d'entrée idéale pour les infections, telles le chancre. Au final, au printemps, vous pourriez découvrir que tout le rosier a noirci et est mort.
malgré tous vos efforts pour l'aider. Prenons l'exemple de nos arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers. À première vue, on pourrait se dire « Quel mal y a-t-il à ce qu'ils fassent encore un peu de pousse en août ?» Mais le principe est le même. Un excès d'azote pousse l'arbre à continuer sa végétation, l'empêchant de finaliser sa croissance au bon moment. Il en résulte que le bois des jeunes branches n'a pas le temps de mûrir complètement ni de se préparer aux rigueurs de l'hiver. Il reste alors mou et gorgé d'eau. Pendant l'hiver, cela provoque l'apparition de gélivures, de profondes fissures dans l'écorce qui se transforment en plaies ouvertes, propices à l'infiltration de maladies. De surcroît, ce bois immature est davantage exposé au dessèchement hivernal provoqué par les vents froids. En fin de compte, en espérant avoir un arbre robuste, nous nous retrouvons avec un arbre affaibli et malade. Abordons maintenant une autre erreur dont les effets sont très similaires. Beaucoup de jardiniers, constatant que leur espace vert est un peu trop envahi ou négligé, décident en août de lui redonner un aspect soigné. Ils s'emparent alors de leur sécateur ou de leur cisaille et entreprennent une taille active et structurante. Ils raccourcissent les branches des arbustes, taillent les haies et remodèlent la cime des arbres. La logique derrière cette démarche est simple. Tout doit être propre et net avant l'automne. Cependant, du point de vue biologique de la plante, cette intervention s'apparente presque à un apport d'engrais azoté. Il s'agit d'un stress considérable, et face à ce stress, la plante n'a qu'une seule réaction. Elle va immédiatement tenter de cicatriser ses plaies et émettre de nouvelles pousses pour compenser la perte de sa masse foliaire. On en revient toujours au même point. Une taille sévère, en août, provoque la même vague de nouvelles pousses, fragiles et absolument pas prêtes à affronter l'hiver. La plante, au lieu de diriger toute sa sève vers la maturation des branches existantes et le renforcement de ses racines, est contrainte de la dépenser pour faire croître de nouvelles pousses. Ces jeunes pousses, apparues fin août ou en septembre, succomberont inévitablement aux premières gelées. Une telle taille est particulièrement néfaste pour les hortensias, les spirées, les rosiers et de nombreux autres arbustes d'ornement. Non seulement vous ne lui rendez pas service, mais vous la fragilisez énormément à l'approche d'un hiver long et rigoureux. Vous supprimez une pousse et la plante, paniquée, tente d'en produire 3 nouvelles, qui sont de toute façon condamnées. Que faire alors, me direz-vous? Faut-il pour autant rester les bras croisés en août, à regarder le jardin se préparer pour l'automne? Bien sûr que non. On peut et on doit aider les plantes, mais il faut le faire correctement et au bon moment. Il suffit de changer votre approche et de vous concentrer sur des éléments totalement différents. Oubliez le mot azote jusqu'au printemps prochain. Désormais, les acteurs principaux de votre jardin doivent être 2 autres macro-éléments essentiels, le potassium et le phosphore. Ce sont eux les meilleurs alliés de vos plantes à l'approche de l'hiver. Votre objectif n'est pas de stimuler la croissance, mais d'aider à fortifier ce qui a déjà poussé tout au long de l'été. Voyons ensemble le rôle de ces 2 éléments en fin de saison. Le phosphore est le carburant essentiel du système racinaire. Il stimule principalement la croissance des racines plutôt que celle des parties aériennes. C'est grâce au phosphore que les racines deviennent robustes, bien ramifiées et plus aptes à supporter les gels du sol. Quant au potassium, on peut le considérer comme le coach principal de la structure ligneuse. Il aide les jeunes pousses à mûrir, les rendant plus denses et plus résistantes. Le potassium favorise également l'accumulation de sucre dans les cellules de la plante, agissant ainsi comme un antigel naturel qui empêche la sève de geler par temps froid. Ensemble, le phosphore et le potassium forment le duo parfait pour préparer votre jardin à un hivernage réussi. Si, malgré tout, l'envie vous prend de fertiliser vos plantes, optez pour des engrais spécifiques d'automne. Lisez attentivement la composition sur l'emballage. Idéalement, la teneur en azote, N, de cet engrais doit être nulle ou très faible, par exemple, pas plus de 2 à 3%. En revanche, celle en phosphore, P, et en potassium, K, doit être élevée. Vous pouvez choisir du monophosphate de potassium, du sulfate de potassium, du superphosphate ou des engrais composés d'automne tout prêts. Ce type d'apport n'induira pas de croissance superflue, mais agira spécifiquement pour renforcer la plante de l'intérieur,
augmentant ainsi sa résistance au gel. L'arrosage est un autre point crucial, intimement lié à l'apport de nutriments. Pendant tout l'été, nous avons veillé à ce que nos plantes ne manquent pas d'eau, mais en août, cette approche doit être modifiée. Cela concerne particulièrement les arbres et les arbustes vivaces. L'arrosage doit être progressivement réduit. Pourquoi? Un arrosage généreux, tout comme l'azote, est un stimulateur de croissance. En réduisant la quantité d'eau, nous envoyons un signal clair de plus à la plante. La saison sèche approche, il est temps d'arrêter la croissance végétative. Cela l'aide à entrer plus rapidement en période de dormance et à se concentrer sur sa préparation pour l'hiver. Bien sûr, en cas de forte sécheresse, un arrosage est nécessaire, mais il ne doit plus être aussi généreux qu'en juillet. En parlant de taille, vous vous souvenez, on vous a souvent conseillé de ne pas tailler vos plantes trop drastiquement. Eh bien, voici un autre conseil crucial. Arrêtez de couper les inflorescences fanées de certaines cultures. Je pense notamment aux hortensias paniculés et arborescents. Certes, ces têtes de fleurs desséchées ne sont peut-être pas du plus bel effet visuellement, mais en hiver, elles deviennent un abri naturel précieux. Elles retiennent la neige et protègent les bourgeons supérieurs, ceux qui porteront les fleurs de l'année suivante, du gel et des vents glaciales. Alors, oui, votre négligence automnale se transformera en une floraison spectaculaire l'été prochain. Au printemps, une fois tout risque de fortes gelées écarté, vous pourrez tranquillement procéder à la taille sanitaire et de formation. Parlons d'une autre erreur fréquente, souvent source de stress pour nos plantes. Beaucoup pensent qu'août est le moment idéal pour transplanter et diviser les plantes vivaces. La chaleur intense est passée, mais il fait encore doux. Cependant, pour de nombreuses espèces, c'est déjà trop tard. Les pivoines, les phlox, les hostas transplantés fin août risquent de ne pas avoir le temps de s'enraciner correctement à leur nouvel emplacement avant l'arrivée des grands froids. Leur système racinaire, endommagé lors de la division, n'aura tout simplement pas le temps de se reconstituer. En conséquence, la plante déjà affaiblie affrontera l'hiver et pourrait tout simplement geler. Le meilleur moment pour diviser la plupart des plantes vivaces est le début du printemps, ou la fin de l'été et le début de l'automne. Mais attention, chaque espèce a ses propres périodes optimales, qu'il est toujours préférable de vérifier à l'avance. Eh bien, il est temps de démystifier une idée reçue majeure concernant le mois d'août, une idée qui persiste dans l'esprit de nombreux jardiniers. Cette idée reçue clame qu'une plante en pleine santé est celle qui pousse et verdit sans discontinuer. Au printemps et en été, c'est absolument vrai. Mais en août, tout s'inverse du tout au tout. En août, une plante saine et judicieuse est celle qui interrompt sa croissance active, celle qui commence à jaunir doucement ses feuilles inférieures, se préparant à la chute des feuilles, celle dont les extrémités des tiges commencent à se lignifier et à changer de couleur, passant du vert au brunâtre. Une plante saine en août est celle qui se prépare sagement et à point nommé à son repos hivernal bien mérité. Notre mission est de ne pas entraver ce processus, mais simplement de l'accompagner avec bienveillance. Mais la vérité la plus frappante et la plus choquante, c'est que vous ne faites pas que nuire à quelques branches. En commettant cette erreur fatale, stimuler la croissance avec de l'azote ou une taille sévère en août, vous affaiblissez la santé de son système racinaire et épuisez ses réserves de nutriments pour tout l'hiver. La plante entre en dormance affaiblie, malade et affamée. Vous ouvrez en fait les portes aux maladies et aux parasites pour toute l'année suivante. C'est pourquoi, au printemps, vous pourriez découvrir que votre rosier préféré a noirci et que votre pommier peine à fleurir. La cause a été jetée dès le mois d'août lorsque, avec les meilleures intentions du monde, vous avez décidé de le nourrir. Alors, la principale leçon du mois d'août au jardin, c'est de savoir s'arrêter à temps, changer de tactique, passer de la stimulation active à une aide judicieuse pour la préparation à l'hiver. Rangez bien au fond vos engrais azotés et votre sécateur pour les tailles sévères. À la place, offrez à vos plantes un peu de potassium et de phosphore, réduisez l'arrosage et laissez la nature faire son œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne avec un like et un abonnement.
Cela nous aide énormément à créer de nouvelles vidéos pour vous. Et vous, quelles sont vos principales préoccupations au jardin en août? Avez-vous déjà commis une telle erreur sans en connaître les conséquences? Écrivez-nous en commentaire, discutons-en.